Merci beaucoup à Adil. Je suis vraiment ravi et je remercie bien entendu tout le comité d'organisation pour me permettre de partager avec vous cette connaissance du PPSB et des complexes de concentrés prothrombiniques, en sachant que dans ces acronymes, en fait, tout y est, notamment la composition et surtout donc l'intérêt, bien entendu, donc, de ces complexes. Alors, tout d'abord, moi je suis un homme donc, de l'hémostase, de la coagulation, de tous les phénomènes gore, et donc je vais essayer bien sûr d'essayer de simplifier cette histoire qui apparaît parfois complexe. Tout d'abord, rappelons que la coagulation est un phénomène qui est indispensable à la vie et qui est bien sûr déclenché par le facteur tissulaire, cette gâchette de la coagulation, et qu'ensuite on a une séquence de réactions enzymatiques qui sont rapportés comme étant la coagulation plasmatique, qui font intervenir différents acteurs. Et vous voyez que ici, le complexe de la prothrombinase qui va générer la thrombine, cette enzyme incendiaire responsable de la formation du caillot, eh bien cette prothrombinase est essentiellement motivée, formée par des facteurs qui sont vitamine K dépendants. Et effectivement, les antivitamines K sont d'excellents anticoagulants avec cette action modulatrice de la synthèse de ces différents facteurs, le facteur 9, le facteur 10, le facteur 7 et le facteur 2. Et on sait que les anticoagulants oraux directs, nouvelle ère thérapeutique de l'anticoagulation orale, ont également pour cible ces facteurs vitamine K dépendants, le facteur Stewart, facteur 10, et bien entendu la thrombine, facteur 2A. Donc, les concentrés complexes prothrominiques ne sont rien de plus que, finalement, un concentré de ces facteurs vitamine K dépendants. Et on a des concentrés à 4 facteurs, donc la prothrombine, la proconvertine, le facteur Stewart et le facteur antihémophilique B, qui donne l'acronyme PPSB, qui sont non activés. Et nous avons des concentrés qui sont activés sous l'acronyme FEBA, FEBA qui veut dire Factor 8 Inhibitor Bypassing Activity. Donc c'est-à-dire que ce sont donc des concentrés qu'on va utiliser chez les hémophiles sévères qui développent un inhibiteur et qui met en péril bien sûr leur pronostic vital par hémorragie. Et ces concentrés-là vont contenir des facteurs 2, 9 et 10 qui ne sont pas sous forme activée, mais surtout du facteur 7 qui est le starter de la coagulation qui est sous forme, lui, activée pour démarrer et bypasser l'inhibiteur. Donc ce qu'on retiendra, c'est que ces complexes prothrominiques ont des composés, ont des teneurs en différents facteurs qui sont très hétérogènes. Donc s'ils sont tous standardisés pour avoir une quantité de facteur 9 bien définie et optimale, les autres facteurs 2, 7 et 10 ne sont pas tous à la même concentration. D'autre part, vous voyez que certains concentrés possèdent également des inhibiteurs, des anticoagulants naturels, comme l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. Et même certains contiennent également de l'héparine. On verra pourquoi c'est important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la teneur en ces facteurs vitamine K dépendants est bien entendu beaucoup plus importante que celle qui est contenue dans les plasma frais congelés, où là, leur teneur est beaucoup plus aléatoire et nettement inférieure. Alors, il faut aujourd'hui comprendre que ce que l'on cherche en stratégie transfusionnelle, c'est bien sûr la sécurité. Et la sécurité donc, transfusionnelle passe par également l'inactivation virale. Et là encore, les procédés sont différents, très hétérogènes. Et il faut bien sûr s'attacher à cette sécurité. Et bien sûr, elle est particulière en fonction des PPSB utilisés. Alors, PFC, plasma frais congelé, ou CCP, concentré de complexe prothrombinique. Vous voyez que quand on veut utiliser du PFC, on va utiliser de larges volumes, en général, 15 ml/kg. Alors que quand on va utiliser du CCP, c'est plutôt des très faibles volumes, puisqu'on va utiliser donc de l'ordre de 1 ml, par exemple. D'autre part, le risque donc de lésions pulmonaires régulières à la transfusion, ou le risque donc de surcharge circulatoire associée à la transfusion, Trali, TACO, que connaissent bien les réanimateurs, sont beaucoup plus fréquents en utilisant donc le PFC qu'avec le PPSB compte tenu des volumes utilisés. Enfin, alors que vous respectez donc le groupe ABO avec le PFC et qu'il y a une nécessité de conservation de manière très drastique, puisque c'est du congelé, avec une période de décongélation préalable à l'utilisation, quand vous utilisez du CCP, c'est beaucoup plus simple, c'est accessible, c'est lyophilisé, et donc vous avez une réduction, bien sûr, du risque de prion parce que ces produits, encore une fois, sont viro-inactivés. D'autre part, il y a cette notion de procoagulation, de risque thrombotique associé à l'utilisation du PPSB, et on verra qu'en fait,
le fait d'avoir des anticoagulants donc, disponibles dans ces concentrés, le fait d'avoir de l'héparine, eh bien, modifie et réduit certainement ce risque. Donc, il faut savoir, encore une fois, que si vous êtes en situation hémorragique grave alors que vous êtes sous AVK, nous avons bien entendu aujourd'hui eh bien, des algorithmes, des décisions stratégiques de manière à rétablir la compétence hémostatique en utilisant cette fois le PPSB à 25 unités kilo associé à la perfusion de vitamine K pour relancer la synthèse hépatique de ces facteurs vitamine K dépendants et bien sûr normaliser l'INR, rétablir la compétence hémostatique et généralement cela suffit bien entendu à eh bien, contrôler les choses. Si on va gérer l'enseignement sous traitement anticoagulant quel qu'il soit, on sait bien entendu que cette gestion passe par la compréhension de cette hémorragie, puisqu'elle n'est jamais liée uniquement aux médicaments, elle est liée bien sûr eh bien, à la fragilité du patient, à un traumatisme avec une lésion endothéliale et bien sûr eh bien, à la majoration donc, de l'hémorragie par le traitement anticoagulant. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on veut c'est colmater la brèche, corriger bien entendu l'hémostase, compenser les pertes et espérer contrôler la situation du patient. Et vous voyez que le PPSB, que ce soit sous antivitamine K ou sous AOD, le PPSB est l'outil, le fer de lance de cette stratégie hémostatique. Mais les posologies utilisées dans le cadre des AVK est de 25 unités kilo, dans le cadre des AOD c'est 50 unités kilo, de manière à permettre de relancer la machine. Alors, PFC ou CCP? Vous voyez donc qu'en général, eh bien, quand on utilise du PFC, on a un volume d'administration qui est nettement inférieur à celui du... quand on utilise du PFC, on a un volume d'administration qui est bien plus important qu'avec le CCP, et bien entendu, eh bien, la transfusion est beaucoup plus rapide puisqu'on a moins de volume à perfuser. D'autre part, l'efficacité clinique est plus souvent au rendez-vous en utilisant le CPP qu'avec le PFC, puisqu'on a un apport de facteurs qui est plus conséquent. Et enfin, eh bien, on a moins de risque de surcharge et surtout eh bien, on a une efficacité qui est au rendez-vous de manière beaucoup plus certaine qu'avec le PFC. Est-ce qu'on a intérêt à utiliser du FEBA pour essayer d'optimiser les choses par rapport au CCP quand on veut justement corriger ces accidents hémorragiques majeurs sous AVK? En fait, il n'en est rien. On n'est pas plus efficace et donc il n'est pas nécessaire d'utiliser du FEBA. Le PPSB suffit dans cette indication. Récemment, ont été publiés donc, un essai sur une cohorte limitée de malades, environ donc 25 patients dans chaque groupe, comparant eh bien, l'impact du plasma frais congelé ou des CCP dans la survenue d'un accident hémorragique intracrânien des malades qui étaient sous antivitamine K. Et vous voyez que dans ces conditions, eh bien, l'INR est corrigé de manière beaucoup plus fréquente, 67% avec CCP et seulement à 9% avec le plasma frais congelé, et que, bien entendu, le temps pour corriger l'INR est bien plus court sous CCP qu'avec PFC, et surtout, on a une réduction de la progression de l'hématome qui apparaît dès 3 heures sous CCP et qui se, disons, confirme à 24 heures. Donc on a moins d'hémorragie sous CCP que sous PFC. On est bien plus efficace. D'autre part, on voit apparaître des phénomènes, bien sûr, thrombotiques dans les deux groupes, un peu plus donc, dans le groupe ici, dans cet essai, avec les CCP, mais en fait, on se rend compte que 80% de ces événements thrombotiques sont survenus au-delà de la 3e semaine des malades, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de reprise du traitement antithrombotique après avoir donc corrigé l'hémostase de ces patients, parce que ces patients sont à haut risque thrombotique, c'est pour ça qu'ils avaient un traitement anticoagulant. Les patients qui s'intoxiquent au raticide, eh bien, en fait, la prise en charge ne change pas, elle est toujours la même. On va les mettre sous vitamine K avec une plus forte dose, et surtout, on va utiliser le PCC donc à la concentration de 25 unités kilo, et généralement, ça permet donc de rétablir les choses, mais il ne faut absolument pas lâcher l'affaire parce que les raticides, par rapport à la coumadine, par exemple, ont une demi-vie qui est 10 fois supérieure, et donc il faut maintenir cette pression pharmacologique pour rétablir les choses chez ce malade dans ces conditions très particulières. D'ailleurs, les recommandations nord-américaines, et même ici les recommandations canadiennes, soulignent que chez ces malades sous AVK ou sous AOD, eh bien, la clé de voûte de ce traitement hémostatique, c'est bien sûr le CCP à la concentration de 25 unités kilo AVK, 50 unités kilo
donc AOD, et que bien sûr, il ne faut pas prendre de PFC chez ces malades. En revanche, il souligne bien le fait qu'il faut redémarrer l'anticoagulation dès que l'hémostase le permet et que la situation est sous contrôle, car ces patients sont à risque thrombotique, et si on ne fait pas cela, eh bien on risque d'avoir ces phénomènes thrombotiques apparaître. Alors, vous voyez, dans cette récente prospective, cette cohorte prospective, où on a essayé donc de voir quel était l'impact des CCP chez des malades qui étaient sous AOD anti-DISA, rivaroxaban, apixaban, vous voyez que ces patients, donc ils étaient 66, ont reçu donc du CCP environ 18 heures après avoir avalé finalement leur AOD, et ça c'était en moyenne. Pour des hémorragies qui étaient essentiellement intracrâniennes ou gastro-intestinales, c'est ce qu'on sait avec donc les AOD, eh bien chez ces malades-là, alors qu'ils avaient reçu donc, une concentration qui était de l'ordre de 20 à 25 unités kilo, eh bien on avait une efficacité de cette stratégie hémostatique qui était considérée bonne et intermédiaire dans 85% des cas. Autrement dit, les choses étaient rapidement contrôlées avec, bien entendu, donc, un rétablissement de cette compétence hémostatique. Alors, concernant les risques thrombotiques liés au CCP, je vous ai dit que cette incidence pouvait aller de 1,4 à un peu plus de 2,4%, mais là encore, cela était tributaire du profil des malades et surtout de la stratégie aiguë, post-maîtrise du risque hémorragique chez ces patients, parce que l'accident thrombotique n'est pas uniquement inhérent à ce rétablissement de la compétence hémostatique, mais surtout à l'absence de prise en charge du risque vasculaire chez ces malades. Donc, voyez juste pour traiter juste. Précaution d'emploi, compte tenu de la présence d'héparine dans ces CCP, eh bien, il faut contre-indiquer leur utilisation chez des patients qui font une TIH, une thrombopénie induite par l'héparine, accident rarissime, et pourtant, il ne faut pas ignorer, car, bien sûr, l'héparine va réinduire ce phénomène donc, paradoxal, thrombotique chez ces patients, et donc c'est la seule contre-indication, bien entendu, de ces CCP. En revanche, eh bien, l'utilisation, elle est toujours discutée, en tout cas au cas par cas, lorsqu'on a des malades qui n'ont pas d'hémorragie sous traitement, mais qui sont en situation gore, une situation dramatique qui menace le pronostic vital, en cas de transfusion massive, pour essayer de limiter bien sûr ces apports, et surtout en cas de récent épisode thrombotique, et pourtant il saigne, et donc ce qu'on veut c'est surtout rétablir cette compétence hémostatique, donc il faudra discuter au cas par cas avec l'anesthésiste réanimateur. Bien sûr, la femme enceinte, la pédiatrie, les déficits constitutionnels restent encore des situations très particulières, mais qui doivent bien sûr bénéficier de ce progrès et des CCP. Donc il existe pour toute situation chirurgicale, sous antivitamine K, en situation d'urgence ou en situation d'hémorragie mettant en menace le pronostic vital, eh bien, ces protocoles qu'il faut absolument utiliser. Lorsqu'on fait cela, on utilise le CCP, eh bien, on a beaucoup moins, bien sûr, de besoins transfusionnels. Le volume de globules rouges transfusés et le nombre de transfusions est significativement inférieur par rapport au plasma frais congelé. Donc, je dirais, le rapport coût-transfusion, le coût prise en charge, est encore également un autre bénéfice apporté par les CCP. Donc, quelle que soit la situation, notamment périopératoire, aujourd'hui, il existe des algorithmes, notamment avec la thromboélastométrie que vous connaissez bien, qui vont permettre de mieux définir quelle est l'étape de l'hémostase qui est en péril et comment aujourd'hui, ces CCP vont pouvoir optimiser ces phases de la coagulation et autoriser un rétablissement de cette hémostase et donc limiter, bien entendu, le saignement et surtout améliorer le pronostic de ces patients. Donc, en conclusion, CCP, donc c'est un acronyme qui va autoriser une substitution qui est une substitution active. C'est comme si vous perfusiez du GIGN chez ces malades pour rétablir un peu l'ordre au niveau de l'hémostase. Cette promotion de l'hémostase est liée à cet apport de facteurs qui sont clés dans la genèse de la thrombine. Vous avez un bénéfice clinique qui est démontré, mais qui bien sûr ne doit pas cacher la nécessité d'optimiser cette performance par la perfusion de culoglobulaire, d'acide tranexamique, on en a parlé juste il y a quelques minutes, et certainement de fibrinogène parfois, et bien entendu en réparant la lésion. Donc on a besoin clairement de protocoles qui soient contextualisés, adaptés à la situation chirurgicale, médicale, médicamenteuse, iatrogène, post-traumatique. Donc aujourd'hui, il faut appeler un chat
est traité, encore une fois, avec les médicaments qui ont fait la preuve de leur meilleure efficacité. Donc CCP, c'est le contrôle critique du patient hémorragique, et aujourd'hui, nous avons des feuilles de route qu'il faut respecter. Vous voyez que la réversion, elle est facile, parce qu'il faut choisir le bon outil au bon moment, elle est capitale pour rétablir l'équilibre. Penser au CCP, c'est penser à compenser pour mieux contrôler ce parcours de soins qui est toujours difficile. Je vous remercie. Eh bien, bravo à Ismaël, dans le respect du temps. Donc nous allons reprendre la discussion concernant cette excellente communication du professeur El Alami. Pour les internautes qui viennent de nous rejoindre, il s'agit du professeur Ismaël El Alami de l'hôpital Tenon de Paris, qui est professeur d'hématologie biologique. Et moi-même, je suis professeur d'anesthésie-réanimation en chirurgie cardiovasculaire et chef de département d'anesthésie-réanimation à la faculté de médecine de Rabat. Alors, Ismaël, merci beaucoup pour cet exposé. C'est comme à l'accoutumée, brillantissime. Si j'ai bien compris, c'est la fin du PFC dans le traitement des hémorragies sous AVK. Sous AVK. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi? Est-ce qu'on peut dire que c'est la mort du PFC et que dorénavant, il ne faut plus utiliser le PFC dans les hémorragies sous AVK et qu'il faut se mettre au PCC? En fait, c'est-à-dire que c'est la mort d'une fausse idée. C'est-à-dire qu'on pensait que le PFC était un outil, un partenaire de cette stratégie thérapeutique. En fait, il n'en était rien. Les recommandations qui datent maintenant de plus de 10 ans étaient des recommandations qui montraient bien que c'était les CCP qui étaient en première ligne pour justement gérer ces malades. Et le PFC, à mon avis, c'est à la limite, c'est un générique qui est un mauvais générique et qui n'apporte pas des facteurs à un taux suffisant pour maîtriser ce cataclysme hémorragique. Donc oui, si aujourd'hui on peut appeler les choses, et rétablir un peu l'ordre des choses, c'est les CCP qui sont vraiment en situation hémorragique sous antivitamine K, les outils à utiliser et non pas le PFC qui lui est beaucoup plus loin, moins efficace, peut-être moins sûr et surtout, encore une fois, qui ne rétablit pas les choses rapidement chez ces malades. Donc on ne lui rend pas service. Est-ce que la vitamine K peut remplacer les CCP? La vitamine K ne fait que relancer la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation au niveau du foie. Or, ces malades qui sont en situation hémorragique ont souvent un foie qui est défaillant. Donc, ça va prendre un certain temps. Et comme on est en situation d'urgence, je pense que le temps, c'est de la vie. Et donc, certainement pas. La vitamine K n'est là, en fait, qu'en deuxième ligne pour rétablir les choses de manière beaucoup plus différée. D'accord ? Mais uniquement cela. Ce qui va vraiment éteindre l'incendie, c'est bien entendu le CCP qui est d'emblée efficace. C'est du GIGN que vous transfusez aux malades. Très bien. Donc si on se résume, on a du CCP qui est disponible dans notre pays, il s'appelle Octaplex. Octaplex, oui, disponible au Maroc. Oui. Disponible maintenant au Maroc. C'est une forme de CCP qu'on appelait avant le PPSB. C'est du PPSB. C'est du PPSB. Et donc le CCP qui est maintenant appelé Octaplex dans notre pays est une vraie solution pour traiter les patients qui sont sous Syntron, qui font des hémorragies. Absolument. Sous Syntron. Alors, c'est l'Octaplex, c'est donc la solution pour traiter des hémorragies sévères, menaçant le pronostic vital, avec par exemple donc, des saignements au niveau d'organes critiques comme le cerveau ou des hémorragies digestives, donc cataclysmiques, sous antivitamine K ou sous AOD. C'est également un partenaire thérapeutique pour traiter des situations hémorragiques cataclysmiques périopératoires chez ces malades, ou en cas donc, de nécessité de chirurgie urgente avant de passer au bloc pour rétablir rapidement cette compétence hémostatique et bien sûr améliorer le pronostic du malade. Donc ça suppose que dans les blocs opératoires, dans les services d'urgence, dans les salles de déchocage, on a tout intérêt, si je comprends bien, à disposer donc de ce produit. Absolument. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps face à une personne qui saigne sous Syntron. Il ne s'agit pas de perdre du temps à aller demander du PFC, à faire un groupage, à faire acheminer les produits sanguins de la transfusion sanguine. À le décongeler. À décongeler, effectivement. Absolument. À avoir la compétence en termes de compatibilité ABO. Et donc, finalement, c'est une solution qui peut paraître, sûrement une solution intéressante. Plus simple, plus efficace. Plus simple, plus efficace. Très bien. Alors, je rebondis sur le fait des hémorragies dans les organes critiques, des hémorragies anatomiques.
On a bien compris que dans les hémorragies physiologiques, l'octaplex peut très bien faire. Est-ce que dans les hémorragies anatomiques graves, comme l'hémorragie intracrânienne, en particulier l'hémorragie intracrânienne sous AVK, est-ce que le fait de donner de l'octaplex, qui permet de restituer au patient son hémostase physiologique habituelle très vite, est-ce que ça peut réduire en fait la taille de la plage hémorragique? Alors, c'est exactement... c'est très important, parce qu'on s'est rendu compte que la normalisation, par exemple, de l'INR, qui passe d'un INR 3,7 à un INR à 1, par exemple, qui est la cible, eh bien, parfois n'est pas toujours associée à l'arrêt du saignement. Mais sous PPSB, bien sûr, nous avons cette correction attendue de l'INR, mais en plus, on constate que la performance hémostatique est au rendez-vous, avec par rapport aux études, on l'a vu ici, donc PFC, eh bien, on a un hématome, une progression de l'hématome qui est significativement inférieure par rapport au groupe PFC avec le CCP. Donc, bien entendu, à 3 heures, à 24 heures et dans les jours suivants, le volume est moins important. Et la bonne nouvelle, c'est que sous AOD, par rapport aux AVK, cette stratégie-là est encore plus payante parce que l'AOD, ayant une demi-vie plus courte que l'AVK, s'avère être moins sévère en cas de situation cataclysmique, mais toujours en utilisant le PPSB. Donc, tenant compte du rapport qualité-prix, est-ce que finalement le choix reste quand même cost effectiveness, comme on dit? Oui. Est-ce que le fait d'utiliser du PPSB par rapport à une quantité importante de plasma, finalement, ça se justifie sur le plan du coût? Bien sûr, ça se justifie parce que d'une part, on est moins iatrogène avec les risques de trali, de taco, etc. Deuxièmement, comme on a donc moins de conséquences délétères péjoratives, eh bien, on a moins d'handicap. On a donc, disons, une resocialisation du malade. Et enfin, la durée d'hospitalisation, la sortie de réanimation, tout cela donc s'avère être écourté, et tout ça, bien sûr, eh bien, coûte moins cher. Donc c'est peut-être plus cher à l'usage, mais c'est moins, pardon, c'est plus cher à l'achat, mais c'est moins cher à l'usage. Très bien. Alors, une question de Nadol. Maintenant, à contrario, quand on ne dispose pas de PPSB, est-ce que la solution plasma reste de mise? En fait, faute de griffe, tu manges des merles. Et donc, si jamais tu n'as pas d'eau potable, tu peux toujours prendre de l'eau qui est un peu plus dure à digérer, mais il ne faut pas mourir de soif. Donc aujourd'hui, s'il n'y a rien, si on est dans le désert, on peut utiliser du PFC, mais en l'occurrence, il faudra utiliser beaucoup plus de PFC, et puis surtout croiser les doigts pour que le malade ait naturellement des capacités de récupération de son hémostase, qui ne sera pas si facilité que ça avec le PFC, parce que le PPSB, lui, est beaucoup plus performant. Très bien. Une question de Casablanca, cette fois-ci. Est-ce que c'est toujours la même posologie d'octaplex, quel que soit le degré d'antagonisation recherché par rapport aux... Alors effectivement, donc on aurait pu faire une comparaison 25 unités kilo, 30 unités kilo, 40 unités kilo. Aujourd'hui, si c'est sous antivitamine K, c'est 25 unités kilo. Et si on n'observe pas donc d'amélioration dans l'heure qui suit, notamment donc au niveau donc de l'INR ou encore au niveau de la progression hémorragique, on peut perfuser ensuite donc la moitié de la dose, donc 12 unités kilo derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas de nécessité d'utiliser une dose supérieure d'emblée sous AVK. En revanche, pour les AOD, d'emblée, c'est 50 unités kilo. La durée de vie du PPSB, une fois perfusé au patient, est-ce qu'il faut se donner un laps de temps avant de reperfuser, ou c'est juste... En fait, il faut dire que le PPSB va être utilisé, donc sa demi-vie va être relativement courte, en sachant que le facteur 7, il a une demi-vie de 6 heures. Donc en général, eh bien, au bout de 6 à 8 heures, on peut bien sûr renouveler les choses, surtout si la situation hémorragique n'est pas contrôlée. D'accord ? Mais c'est vraiment au fil de l'eau, au cas par cas. Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet, c'est celui des AOD. De plus en plus d'AOD sont prescrits dans notre pays. Nous disposons actuellement du rivaroxaban et du dabigatran. Et bien entendu, les accidents hémorragiques sous ces produits-là ne sont pas exceptionnels. Et nous ne disposons pas d'antidote par rapport à ces nouveaux anticoagulants prescrits par voie orale. Est-ce que le CCP peut faire office
d'antagonisme. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sous antivitamine K, sous héparine, sous aspirine, et bien sûr sous AOD, aujourd'hui la gestion d'un événement hémorragique passe par le rétablissement de cette compétence hémostatique. Un anticoagulant comme l'AOD, je vous l'ai dit, verrouille les marqueurs, les facteurs vitamine K dépendants. Donc, eh bien, en l'occurrence, le PPSB aujourd'hui est la clé pour rétablir cette compétence hémostatique. Donc, en attendant les antidotes spécifiques, eh bien, utiliser les PPSB, c'est aujourd'hui la meilleure solution que vous ayez aujourd'hui, à défaut donc des antidotes. Est-ce qu'il faut utiliser à ce moment-là le CCP à la même dose que pour 50 unités kilo. Donc on double la dose. Vous doublez la dose, et si au bout d'une heure, vous ne contrôlez pas les choses, ou le malade se remet à saigner, vous rajoutez cette fois 25 unités kilo. Très bien, parfait. Alors, on attend les autres questions des autres villes, puisqu'on a déjà parlé du Rivaroxaban, on a parlé de l'antidote des AOD. Peut-être qu'il y a d'autres questions. On attend la régie. Et en attendant, je voulais aussi qu'on se penche sur la problématique des hémorragies graves, pour lesquelles on fait un traitement, bien sûr, chirurgical et médical, de transfusion, d'amélioration de la qualité du saignement de point de vue chirurgical. Mais parfois, ça continue de saigner. Et certaines équipes préconisent de mettre à ce moment-là, dans ces hémorragies graves, de mettre du CCP, peut-être de manière compassionnelle. Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors, ce qui est justifié, c'est bien sûr de sauver le malade. D'accord? Et là, tous les moyens sont bons. On a vu que l'hémorragie, elle n'est pas uniquement liée à une défaillance donc, de l'hémostase, elle est également liée à la persistance d'une fuite, d'une lésion qu'il faut aller réparer. Elle est liée à des comorbidités du patient, qui a une vulnérabilité, une fragilité qu'il faut rétablir, qu'il faut donc consolider. Et bien sûr, une hémostase qu'il faut rétablir. Donc aujourd'hui, cette approche tridimensionnelle doit faire appel, encore une fois, à une réponse multifactorielle. Donc il faut qu'il y ait un bon chirurgien qui parle les lésions. J'y pense, un chirurgien donc brésilien me disait, quand j'ai un malade polytraumatisé qui arrive, souvent, je le descends en bloc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le malade, entre guillemets, parce que c'est un chirurgien, ils font que ça, ils ouvrent, ils referment des fois, et il lui met donc, il comprime, il met des tampons hémostatiques un peu partout, il ferme, et il attend, avec un bon anesthésiste à côté, il attend que les choses, en tout cas, se mettent en branle, et puis ensuite il va réparer petit à petit les choses. Donc en gros, ce qui compte, encore une fois, c'est réparer les lésions pour limiter les fuites, et surtout apporter des facteurs de coagulation pour consommer et assurer le colmatage persistant de ces brèches. Le CCP se justifie, encore une fois. Et on a vu que la thromboélastométrie permettait justement en situation comme ça, cataclysmique, d'évaluer quelles étaient les phases de la coagulation qui étaient vraiment défaillantes, et on peut apporter et vérifier que cette correction elle est optimale avec l'apport de CCP. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une fois du bois pour assurer le colmatage des brèches. Alors, une question de Casablanca. Est-ce que les concentrés de complexes thrombiniques sont disponibles au Maroc, et combien de produits sont-ils disponibles? Tu l'as dit, répète-le alors, mais doucement, répète-le doucement. Je crois que cette question a été largement débattue, mais on peut quand même reconfirmer que aujourd'hui, dans notre pays, il y a une vraie solution par rapport à l'hémorragie grave, par rapport à l'hémorragie sous AVK, par rapport à l'hémorragie sous AOD, qui est l'Octaplex. Voilà. Donc, disponible au Maroc, il suffit de le commander, mais il faudrait qu'il soit non seulement disponible au Maroc, mais disponible dans les sites où on reçoit les patients. C'est ça qui compte. Effectivement, donc plus de complexe, l'Octaplex. Bravo. Ben écoutez, pour conclure, un dernier mot peut-être, Ismaël. Moi, je pense qu'encore une fois, les progrès thérapeutiques ne valent que s'ils sont partagés par tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne remerciera jamais assez la ISMAR d'avoir autorisé ce partage des connaissances pour une optimisation, bien sûr, de nos pratiques médicales, et surtout une amélioration de notre prise de conscience, parce qu'aujourd'hui, tu avais raison, le PFC était un outil qui était, comme son nom l'indique, une proposition qui a ses faiblesses et qui est critiquable, PFC, et qu'aujourd'hui, le CCP est une véritable réponse en situation gore cataclysmique. Et un dernier mot peut-être pour remercier le laboratoire Saham qui a sponsorisé cette séance et qui a fait donc amener dans notre pays un produit, une solution, une vraie solution pour ces situations hémorragiques.